Petit Hirschsprung deviendra grand. Le podcast qui vous parle de la maladie sans filtre dans toutes ses formes. À l'écoute des familles et des soignants. Cette chaîne est là pour vous raconter les histoires des plus atypiques aux plus simples. Alors, on vous laisse avec ce récit qui, on l'espère, résonnera en vous. Petit Hirschsprung deviendra grand. Dans cet épisode, vous allez écouter le docteur Bérenguer, qui est un médecin anesthésiste réanimateur au CHU de Pellegrin à Bordeaux. C'est un homme discret mais profondément présent. Il parle peu, écoute beaucoup et sait mettre en confiance là où l'inquiétude est souvent forte. Avant une intervention, il prend le temps d'expliquer, de rassurer, de comprendre chaque patient. Son professionnalisme inspire naturellement la confiance et son calme apaise. On s'attache au docteur Bérenguer parce qu'il exerce sa médecine avec rigueur, humanité et respect. À travers ce podcast, il partage sa vision d'une anesthésie sûre, humaine et attentive au plus près des patients. Eh bien, aujourd'hui, j'ai l'honneur de rencontrer le docteur Bérenguer, qui va se présenter directement. Donc, bonjour docteur Bérenguer. Bonjour. On vous écoute. Alors, vous êtes... Je me présente. Alors, Daniel Bérenguer, moi je suis anesthésiste, réanimateur, on dit aussi au CHU de Bordeaux, pour les enfants. Donc j'ai une surspécialisation en pédiatrie et je partage aussi mon activité avec de la réanimation et maintenant du SMUR pédiatrique. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes au CHU? Alors au CHU, dans un grand hôpital depuis le début de ma carrière. À Bordeaux, j'y suis depuis 5 ans. D'accord, ok. J'ai commencé ma carrière à Limoges. J'étais formé à Limoges. J'ai grandi, j'ai fait mes études à Caen. J'ai fait mon début de carrière à Limoges et me voilà arrivé à Bordeaux depuis 5 ans. Ok, ça se passe bien. Vous aimez bien, Très bien. les Bordelais? La ville est belle, l'ambiance est sympa. Le Bon. bloc est neuf, très bien. Parfait. Déjà, merci pour cette présentation. Donc, on va aborder le sujet de la maladie de Hirschsprung, qui est une maladie que nous connaissons à peu près tous aujourd'hui sur ce podcast. Donc, en général, dites-nous un petit peu comment ça se passe lorsque vous accueillez des enfants au bloc, en fait, puisque déjà, comment on prépare les enfants et les parents à emmener ces enfants au bloc? Alors, d'une manière très générale, vous voulez dire? Ah oui, 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 là, c'est Euh, très génial. On a d'abord vu les enfants en consultation au préalable, c'est-à-dire qu'on va à la rencontre des parents, on va examiner les enfants dans le service, alors que ce soit à la maternité quand ils sont pris très jeunes ou que ce soit dans les services de soins de l'hôpital des enfants. Mhm. Donc on va à leur rencontre, on va faire une consultation, ou alors, quand c'est quelque chose de programmé, ils viennent nous voir au préalable en consultation. Et donc on fait un tour d'abord de l'indication qu'a posé le chirurgien, de ce qu'il veut faire exactement, un tour de la pathologie de l'enfant, un tour des autres pathologies qu'on pourrait éventuellement trouver autour. On discute de faire ou pas des examens complémentaires qui pourraient nous être nécessaires pour le moment de l'intervention. Et puis après, il y a un grand temps de présentation de ce qu'on va nous proposer comme anesthésie anesthésie générale, puis anesthésie loco-régionale. On présente la façon dont les enfants vont être prémédiqués, préparés, et puis après, comment ça va se passer en post-opératoire, en particulier pour la douleur. Donc souvent, on se voit, oui, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure pour les cas les plus complexes. Et après, donc le jour de l'intervention, on les reçoit dans le sas d'anesthésie, donc un petit sas qui fait un peu le tampon entre l'extérieur et le bloc opératoire, où on fait un tour de tout ce qui a été demandé, fait, récupéré ou pas, et puis on check bien le dossier pour que tout soit carré, propre et disponible. On répond aux dernières questions des enfants et des parents, et puis après, on va au bloc opératoire. Et justement, alors je reprends un peu parce qu'il y a des familles qui vont arriver tout fraîchement sur ces podcasts. Donc, lorsque vous allez préparer l'enfant, lorsque vous venez en consultation, déjà, quels sont les signes qui font dire que vous n'allez pas le prendre au bloc ou alors pas tout de suite? Ou alors, est-ce qu'il y a un staff qui est fait avec les chires si vous n'êtes pas totalement d'accord avec des techniques? Enfin, comment ça se passe tout ça? Alors là, on parle plutôt du cas où l'enfant est pris un peu en Oui. urgence. Par exemple, oui. Il est cueilli, enfin voilà, on a l'appel du chirurgien. Parce que souvent les médecins, que ce soit les néonatologues, que ce soit les gastros, que ce soit préviennent d'abord le chirurgien. Le chirurgien fait son examen, pose son indication chirurgicale et vient nous chercher après. Mhm. Donc le chirurgien vient nous dire « Moi, je veux opérer cet enfant », nous donne le type d'intervention qu'il veut faire. Ouais.
et nous dit dans quel timing il veut le faire. Il peut dire, moi je veux le faire sous 48 heures parce que c'est pas urgent. Ou il peut dire, moi il faut que je le prenne ce soir sur la garde parce que il faut y aller ce soir sur la garde. Oui, parce qu'il y a vraiment une urgence. Oui. Ok. Alors ça, nous, on ne discute pas trop. Parce que, alors on a des fois, quelques oppositions à faire sur certains détails ou parce qu'il faut prendre le temps d'avoir un petit examen supplémentaire. Mais généralement, peut-être qu'on lui demande 1 heure ou 2 de délai pour pouvoir ajuster quelque chose de très précis. Mais la plupart du temps, on ne discute pas ni le timing, ni l'indication opératoire. Je ne vais pas dire au chirurgien ce qu'il doit faire. D'accord, ouais. Ok. Et donc, quand on a décidé l'un et l'autre du moment, on y va ensemble. Et donc là, à partir de là, on est plutôt sur ce cas en urgence. Là, vous voyez les parents. Oui. C'est la première fois que les parents vont voir leur petit bout partir au bloc. Ouais. On sait qu'en général, c'est la partie un peu difficile du métier, ça va être de convaincre ses parents et surtout de leur expliquer. En général, quels sont les mots qui sont les plus courants pour vous? Comment vous expliquez une chirurgie ou ce qui va se passer? En tout cas, lorsque vous allez endormir l'enfant, c'est quoi vos mots? Alors, souvent, j'ai pas besoin de convaincre les parents. Ils se laissent Oui. vraiment porter par... ça, c'est une sorte de rouleau compresseur en hôpital. Quand le chirurgien est passé, a dit qu'il faut opérer, on subit plus qu'on contrôle les choses, quoi. Et donc, en pratique, oui, nous, on essaie d'être à la fois rassurant, en même temps que le plus réaliste possible, quoi. Ce qu'il faut que les parents entendent, c'est que, pour l'anesthésie en tout cas, nous, on parle toujours d'anesthésie générale. Dans ce cas précis de l'urgence, ce qu'il faut que les parents entendent, c'est que leurs enfants vont dormir, vont rien sentir, vont se réveiller tout de suite après l'intervention, la plupart du temps. Pas toujours, mais la plupart du temps. Pas toujours dans le sens où des fois, on se laisse un délai après l'intervention pour se remettre dans des conditions optimales pour prévoir l'extubation. Des fois, ça peut prendre la nuit, des fois, ça peut prendre 24 heures, 48 heures. Mais disons que la plupart du temps, on prévoit de faire un réveil dès la fin de l'intervention. Et donc, on les rassure sur ce plan-là. D'abord, on le fait tous les jours. C'est notre métier, on le fait tous les jours. Et les enfants se réveillent toujours. Les parents aiment bien entendre ça. Oui. Après, quand on parle d'anesthésie générale, moi, je suis obligé, et je le dis à chaque fois, on fait et une intubation et de la ventilation artificielle. Alors, les parents ne réalisent pas toujours ce que c'est que l'intubation ou la ventilation artificielle, ne réalisent pas même que à chaque anesthésie générale, même pour vous, pour moi, il faut une intubation, il faut une ventilation artificielle. Mais c'est obligatoire et c'est indispensable. Et si vous devez nous expliquer grossièrement, on va dire, ce que c'est l'intubation et ce que c'est la ventilation. Oui, mes médicaments que je vais injecter quand je vais commencer l'anesthésie vont faire dormir profondément votre enfant. Oui. Quand l'enfant dort profondément, la respiration ralentit, puisque les centres que je vais endormir sont quasi à côté et touchent un peu les centres qui contrôlent la respiration. Donc je vais ralentir, arrêter la respiration pendant tout le temps de l'intervention. Le cœur bat toujours. Le cœur, j'y touche pas. Mais les centres qui contrôlent la respiration vont être aussi endormis, pour faire très simple. Un peu grossier, mais... Et donc, les enfants vont avoir une apnée et je vais devoir mettre, moi, un tuyau au fond de la gorge que je vais relier à une machine qui respire à sa place, celle qui est derrière moi. Et pendant tout le temps de l'intervention, je vais insuffler de l'air et de l'oxygène et contrôler l'expiration. Et vous le contrôlez avec un ballon? Non, j'ai une grosse machine. Alors, je ne sais pas si c'est... J'ai une grosse machine, celle-ci. Ouais. Donc j'ai enlevé les tuyaux là parce qu'elle est en attente, mais voilà, c'est fait comme ça. Donc j'ai 2 tuyaux qui sont branchés à ma machine. Ça va au tuyau que j'ai mis dans la gorge. Ok. Et grâce à cette machine-là, j'insuffle et je récupère les volumes d'air et d'oxygène. Impressionnant. Et après, la ventilation, donc ça fait les deux, ça fait ventilation et intubation ou pas du tout? Non, alors l'intubation, c'est un geste technique. L'intubation, vous avez votre bouche, l'oropharynx, le pharynx, la glotte, la trachée. Oui. Et après, vous avez au bout de la trachée, les bronches souches. Ah oui, ok. La trachée, elle est juste devant l'œsophage. L'œsophage est derrière. Donc on a un trou qui respire et un trou qui mange. Quand on avale par la bouche, un trou qui respire, un trou qui mange. Et moi, je dois intuber, je dois mettre un tuyau dans le trou qui respire. Et ça, c'est une technique qui n'est pas forcément des plus évidentes. Nous, quand on apprend ça à nos internes, ils ne mettent pas 3 ans à apprendre. C'est fait, il faut le faire une 50aine de fois pour être à l'aise.
Alors après, il y a des enfants qui sont plus difficiles à intuber que d'autres. Il y a des techniques particulières, il y a des qu'on met un peu plus de temps à apprendre, qui nécessitent des fois un peu plus de matériel, c'est un peu plus sophistiqué, mais pour, Souvent dû par rapport à l'anatomie ou oui, plutôt OK. par rapport à la taille de l'enfant. Quand ils sont tout petits comme Ah oui. ça, c'est plus difficile que quand, on a un adulte. Mmh. Des fois par rapport à l'anatomie, des fois par rapport à des circonstances particulières. Mais voilà, on a des algorithmes de quand l'implant A ne marche pas, on a un plan B, quand le plan B ne marche pas, on a un plan C et puis voilà. On déroule comme ça, et plusieurs techniques, et plusieurs, appareils, que ce soit, un laryngoscope, que ce soit un laryngoscope, je vais vous montrer, c'est ça un laryngoscope. Ah, tu as 1 seconde? OK. Allez. Alors je ne sais pas si je dois montrer ça à la caméra parce que c'est un peu, là pour le coup ça j'en parle pas trop en consultation, c'est un peu, Oui, mais on c'est l'a pas trop à montrer, mais bon, oui, mais bon, pour ceux qui c'est veulent bon à voir, voilà savoir. comment Non, c'est mais fait. c'est très bien. Donc on OK. met ça dans la bouche, Oui. juste devant la langue et quand on pousse un peu vers le haut, on Ouais. voit apparaître la glotte. La glotte, c'est la cible qu'on vise pour mettre le tuyau à l'intérieur. D'accord, OK. Et la sonde d'intubation, puisqu'on en parlait tout à l'heure, la sonde d'intubation, c'est ça. Et ça va, vous arrivez avec ce matos-là, ça n'abîme pas du coup, Non, quand on est en doux et général? précautionneux, non. OK. Mais il faut être doux. Oui. On peut faire quelques petites bêtises avec ça. On peut traumatiser un peu les dents quand les enfants sont grands. On peut un peu léser la muqueuse. Mais il faut être doux mais on est doux et délicat, donc on le fait bien. Donc Donc ça une va. sonde d'intubation, c'est ça. OK. Donc cette partie-là rentre dans la trachée. Cette partie-là reste à l'extérieur et moi je branche ma machine sur ce petit raccord. OK. Bah, je vous laisse montrer comme ça, vous Voilà. allez pouvoir expliquer en même temps. Donc j'ai un tuyau au bout duquel j'ai un petit ballonnet que je gonfle avec ce Ce fil-là, ce ouais, fil-là. le bout bleu. Donc ça vient bien coller les parois de la trachée. Ça OK. vient être hermétique, ça fait une sorte de bouchon hermétique. Donc j'insuffle, je récupère l'oxygène et je fais de la ventilation tout le long de l'intervention comme ça. Donc D'accord. après, j'ai d'autres appareils qui me permettent de savoir si le taux d'oxygène est bon, si le taux de CO2 est bon, si voilà. Après, j'ai toutes sortes de paramètres sur les écrans que je contrôle pendant tout le temps de l'intervention, qui me permettent de faire ça dans les conditions les plus physiologiques possibles. OK. Et donc si on reprend, donc l'enfant arrive, la première des choses, c'est lorsque vous injectez vous injectez les médicaments avant de faire l'intubation ou vous faites l'inverse? La Pour l'en première étape, et celle qui est des fois la plus difficile, c'est de poser la voie veineuse. Ah oui. Alors, avec un peu de chance, les enfants arrivent du service avec une voie veineuse, mais pas toujours. On a de la chance, avec les enfants, on peut faire un début d'anesthésie avec le gaz. Oui. C'est-à-dire que je fais respirer gentiment un gaz aux enfants qui les fait dormir progressivement. Ils s'endorment très progressivement. Une fois qu'ils se sont endormis sous l'effet du gaz, alors ils gardent leur respiration spontanée, ce gaz-là ne ralentit encore pas trop la respiration, mais il Mmh. n'endort pas profondément. C'est pas suffisant pour faire l'anesthésie. Mais par contre, ça peut calmer le temps de piquer? Ça le calme et ça lui OK. permet de pouvoir prendre la voie veineuse sans lui faire mal, sans courir derrière. Donc je pose la voie veineuse dans ces conditions-là, et une fois que j'ai la voie veineuse, je fais les médicaments. Et c'est sous l'effet des médicaments que les enfants s'endorment et sont sous anesthésie générale. Ouais. Et après, une fois que vous avez endormi, du coup, après on passe à l'intubation? Après, on passe à l'intubation. Ouais. OK. Donc on Donc appelle faut ça être l'induction. l'induction. La première OK. phase où on fait l'anesthésie avec le gaz, la pose de voie veineuse et l'injection des médicaments, ça s'appelle l'induction. Et ça conduit à l'intubation et après à la ventilation artificielle. On va revenir sur les veines, Les veines, oui. les Allez. veines des enfants. Oui, Hem, c'est un vaste sujet, ça. alors on sait que parfois dans les services, c'est assez compliqué effectivement de piquer les enfants, Oui. surtout les nourrissons et même jusqu'à 3-4 ans, je pense que c'est assez, C'est très compliqué jusqu'à 18 mois. Quand ils sont tout petits, ils n'ont pas encore beaucoup de gras sur les mains ou sur les pieds. On arrive à voir les veines. Plus grands, 4-5 mois, ça devient déjà un peu compliqué. Oui. Et tout le temps, ils n'ont pas commencé à marcher. C'est l'enfer. C'est difficile. C'est difficile. et du coup, comment ça se passe? Puisque j'ai les oreilles qui traînent, j'ai ouï dire d'une certaine lumière magique pour voir les veines quand vous n'arrivez pas à piquer. Est-ce que vous savez de quoi je parle ou Oui, pas? je vois de quoi vous parlez.
Alors nous, on ne l'a pas ici, cet appareil-là. Je ne sais pas si certains services l'ont. La réanimation, là, oui. La Ok. réanimation, je l'ai vu utiliser. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Vous avez déjà vu ou pas les images de cet appareil? Alors, j'ai vu rapidement Sous sur les réseaux, etc. ouais, sous Mais une certaine lumière, on arrive, après qu'on ait posé le garrot, à voir le dessin des veines. oui, Et donc, on arrive du coup à avoir une cible où poser notre cathéter. Quand effectivement, on n'arrive pas à voir ni à sentir aucune veine quand on a posé le garrot. Et ça arrive de temps en temps. Après, nous, on a la chance de les avoir au bloc opératoire, quand ils ne bougent pas, quand ils ne se oui, débattent pas. Et notre gaz a même une petite tendance à faire gonflé. grossir, gonfler Mm. un peu les veines, donc on en profite. On en a rarement besoin. Et après, moi, j'ai un autre appareil, si vraiment je n'y arrive pas, qui s'appelle un échographe, et qui Ouais. me permet d'aller trouver en profondeur des veines assez grosses, qu'on arrive finalement à voir si vraiment on n'y arrive pas en périphérie. Et c'est, oui, en général, vous essayez toujours les membres avant de. On monte, oui, parce que si je fais un gros œuf sur une veine du pli du coude, ça me condamne à ne plus pouvoir utiliser La tout veine ce qui du est en, tout. tout ce qui est Ok. en aval. Donc on commence par le bas et puis on monte progressivement. Ouais. Ouais, enfin, le rapport, si il y a une. Alors, imaginons, il y a une grosse veine sur le bras, ok. Mais vous en avez plusieurs, je veux dire. Donc, du coup, si par exemple, vous prenez celle de la main, Toute la elle est forcément. difficulté est de les voir et de les sentir. D'accord. Et même si on en a plusieurs, j'en vois pas toujours et j'en sens pas toujours Eh oui. plusieurs. Ok. Donc on y va, ouais, on y va en remontant et on attrape de préférence celle qu'on voit ou celle qu'on sent. Et pourquoi ne pas repiquer sur celle que vous venez de péter Parce un qu'une peu? fois qu'elle est pétée, elle est plus. Ouais, Ça va diffuser après, elle sera pas fiable, on pourra pas compter dessus. c'est comme ça qu'on a des gros hématomes des fois après une Oui, infection, c'est on comme peut ça aussi. c'est pour ça qu'on a des gros hématomes derrière. Mm. Mais une veine, je peux pas partir moi sur une intervention qui va durer 1 heure ou 2 avec une veine dont je suis pas sûr. Oui. Donc soit on l'a bien posée, Mm. du premier coup propre, soit je vais en chercher une deuxième. Oui, parce que d'ailleurs, c'est vrai qu'on voit régulièrement, même les enfants qui ont un cathéter central, généralement, vous les piquez aussi en périph. L'induction va se faire via un cathéter périphérique, la plupart du temps. D'accord. Donc on utilise ce cathéter. Et moi, il me faut une anesthésie, il faut que j'ai fait l'induction et la ventilation pour pouvoir après attraper une grosse veine du cou, pour pouvoir poser un cathéter central. Ok. Donc on passe d'abord par une voie veineuse périph' et après l'anesthésie générale, on pose ce cathéter central. Donc oui, c'est vrai qu'une fois qu'on l'a posé, qu'on a vérifié qu'il était bien en place, qu'il était là où on voulait, qu'il n'y avait pas de complications, on pourra se permettre d'enlever la voie veineuse périph' et utiliser que le cathéter central. D'accord. Mais en tout cas, tout le temps du début de la procédure, ça se passe par la voie veineuse périph'. Très bien. Alors maintenant que notre enfant est endormi, que vous le ventilez, après, quels sont les paramètres importants pour vous quand vous surveillez un enfant endormi, ou même un adulte d'ailleurs, hein, parce que je pense que c'est à peu près pour tout le monde pareil. On a une petite règle en anesthésie, on appelle ça les safe thoughts. J'ai 10 paramètres que je dois tenir À flot. dans les limites physiologiques pour être bien sur mon anesthésie. Il y a la tension artérielle, l'un des plus importants. Il y a l'oxygénation, il y a le gaz carbonique, il y a le rythme cardiaque, il y a les douleurs, il y a... Parce que les douleurs, vous pouvez aussi les mentionner via un écran. Alors, je peux avoir des arguments qui vont me faire dire si mon enfant réagit ou pas à la stimulation douloureuse. J'ai quelques D'accord. éléments sur des éléments de surveillance qui me permettent de savoir si mon anesthésie est suffisamment profonde pour lui ou pas. Le problème de l'anesthésie, c'est que c'est un fil, l'anesthésie. Mhm. Soit j'en fais trop, et là, je vais avoir un enfant qui risque d'avoir de l'hypotension, qui risque d'avoir un mauvais débit cérébral, un mauvais débit intestinal. Soit j'en fais pas assez, je vais avoir un enfant qui va se réveiller, qui va mémoriser, qui va avoir mal. Et donc, je dois tenir sur un fil. Et ce fil, j'ai plusieurs éléments, moi, plusieurs appareils qui me permettent de le tenir, dont cet appareil qui permet de savoir si l'enfant dort bien avec comme un électroencéphalogramme, permettre de savoir si l'enfant a mal ou pas avec quelques éléments.
Ah oui, donc en fait, c'est bien parce que vous avez la visu un peu aussi sur le cerveau, de savoir comment ça agit et cetera, donc Un peu. OK, on savait pas tout, hein? OK, très bien. Bon, ceci dit, ils vont très bien aujourd'hui nos enfants, donc ça va, mais c'est intéressant. Là, maintenant que l'intervention, vous êtes en train de suivre le cours, lorsque vous allez passer à la phase donc de fin d'intervention, Ouais. donc qu'est-ce qui se passe? Là, le chir, il referme, il a terminé ce qu'il a à faire. Vous, en tant qu'anest Moi, je vais, encore une fois, la plupart du temps, on va rentrer dans une phase où on va réveiller l'enfant, de suite. Donc moi, j'ai entretenu mon anesthésie tout le temps de l'intervention avec, des médicaments que je passe par voie veineuse avec les seringues qui sont derrière vous ou avec le gaz que je continue à injecter avec ma ventilation Mmh. et quand j'arrête tout ça, l'enfant va progressivement se réveiller. Alors il peut mettre, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Ouais. Je vais surveiller le moment où il commence à être un peu réactif et le moment où je pourrais enlever, moi, ce tuyau, alors qu'il pourra, lui, prendre le relais rapidement avec sa ventilation spontanée. Il faut un peu d'expérience, il faut un peu de doigté, mais voilà, c'est quelque chose que l'on fait, très fréquemment après les interventions. Et en général, lorsqu'ils se réveillent comme ça, les enfants ou enfin, je pense que c'est un peu comme tout le monde, j'imagine que vous avez soit les cas plutôt cool, soit plutôt les Ouais. agités. Enfin, du coup, comment vous arrivez à temporiser un peu les choses, que ça soit un enfant, qui a un peu plus de mal à se réveiller ou alors au contraire complètement agité et peut-être qu'il faut refaire redescendre? Alors, on sait, nous, comment à peu près atterrir pour que, ce soit le plus doux possible et grâce à ça, on arrive à n'avoir que 5-10 des enfants qui sont un peu agités en salle de réveil. Mmh. Ne serait-ce que d'avoir anticipé tout ce qui était de la douleur qui va se réveiller au final après l'intervention. Mmh. Si on a bien anticipé ça, si les enfants se réveillent sans douleur, on a déjà fait, grosse partie du travail. Ouais. Malgré tout, il y a quand même des enfants qui ont une réaction un peu paradoxale aux anesthésiques et qui vont faire une espèce de délirium et qui vont être agités en salle de réveil. Voilà, après c'est des choses qu'on apprend à faire avec un peu d'expérience. Alors on peut prendre l'option, on les rendort complètement et on Ouais. attend un deuxième réveil. OK. Il est souvent plus doux que le premier, donc on arrive à faire passer l'agitation comme ça. Et puis après, on peut aussi prendre l'option, un peu de sédation en salle de réveil. Ils sont sous contrôle, ils sont avec une infirmière, avec un scope, avec de l'oxygène. Ouais. Et donc on peut se permettre en salle de réveil de faire, un médicament, alors on a bien calmé la douleur, hein, mais qui, Qui va casse un juste peu adoucir. l'agitation. Ouais, Qui ça va casse un peu être l'agitation parce que bon, ça arrive, c'est difficilement prévisible. Il faut que le post-op se fasse calmement. Il ne faut pas que les ouais. enfants restent agités. Mmh. Il Parce faut que pas ça que ça marque tire les sur les esprits, sutures, ça ouais. ça marque un peu les esprits, Mmh. oui. Mais même ça, même au-delà de ça, ça tire un peu sur les sutures, c'est contaminant avec les autres enfants des fois. Puis c'est pas élégant, quoi. On a Ouais. l'impression d'avoir mal fait son travail si les enfants se réveillent agités. Ah oui, à ce point-là? Ouais. OK. Parce que, enfin, si on regarde, je vous dis, des films, enfin, pas des films, mais même sur ce qui se passe à la télé, alors pas forcément des enfants, mais sur des commotions cérébrales ou ce genre de choses, c'est vrai qu'en général, on voit des personnes qui se réveillent, qui sont forcément dans l'agitation ou ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je me disais que pour l'anesthésie, ça devait être certainement à peu près, pareil, mais non, finalement. Le but, c'est vraiment que Faudra revenir quand la salle de réveil est pleine, vous verrez, c'est quand même, ça reste, assez calme globalement. oui. Alors après, moi, les peu de fois que j'y suis allée, oui, effectivement, c'était bien calme. Donc une fois qu'on a fait ce processus, l'enfant se réveille. Vous, votre travail, il continue jusque où? Qu'est-ce que vous faites derrière? Donc le gros de notre travail, nous, en post-op, ça va être de gérer la douleur. Quand les enfants vont dans les services, on est, ceux qui s'occupent d'optimiser les traitements pour la douleur. Mmh. On est aussi formé, hein, je vous ai dit tout à l'heure, j'étais anesthésiste réanimateur, on est aussi formé à tout ce qui est, gestion des complications aiguës, que ce soit une hémorragie, de la transfusion, que ce soit, des bradycardies, enfin un ralentissement du cœur ou une désaturation, ça on sait le gérer. Et puis après, on est aussi, appelé régulièrement pour gérer tout ce qui est antibiothérapie, tout ce qui est réhydratation et alimentation. Ah, c'est vous qui gérez ça aussi, Plutôt nous que les chirurgiens. Alors après, on gère également le service de soins continus. Oui. Alors il y a les services classiques dans lesquels les enfants sont prévus pour un post-op simple. Oui. Service classique, alors on a, une infirmière pour 10-12 malades, pas trop de surveillance, un scope, qu'on peut ramener éventuellement, dans la chambre, mais voilà, ça relève de soins post-opératoires simples. OK.
Après, on a les soins continus qui, pour le coup, sont un peu un intermédiaire avant la réanimation. Soins continus post-opératoires, chirurgicaux, là, dans ce service-là, c'est nous qui les gérons. C'est-à-dire que les enfants sont surveillés, alors 2 enfants pour une infirmière, Ouais, donc elles y reviennent assez souvent. La surveillance est très étroite. on le Ils sait, ont un scope en permanence. Vous on le connaissez? dit, alors non, rien à voir, c'est juste qu'on connaît plusieurs familles qui sont passées par ce cap-là chez les Ouais. Hirschsprung et vous entendrez très souvent dire: «Non, mais en fait, quand on est dans ce service continu, on est en première classe et quand on redescend, c'est pas tout à fait la même chose». Ouais, alors, en plus de ça, l'effet est un peu majoré par, Eh oui. le côté, bâtiment neuf dans les soins continus Alors et ici, vieux oui, bâtiment mais dans le c'est un peu partout pareil, hein. ouais. Même, dans les autres hôpitaux, que ce soit à Pau, que ce soit un peu en Normandie, à Rouen et cetera. En fait, on se sent, en tant que patient, je dis bien, hein, mais, bon, c'est vrai qu'une infirmière pour 2 enfants, bah, en fait, elle vient nous voir toutes les 15 minutes peut-être, Mmh. 30 minutes grand max et du coup, c'est vrai qu'on ressent un Vous peu voyez le plus de monde, cocon, ouais, je hein. comprends. On est, cocooné quand on est dans ce Ce service. sont pas les mêmes moyens non plus, hein. Mmh. Oui. Et puis on n'y est pas pour les bonnes raisons non plus, mais en tout cas, c'est vrai que c'est, généralement, quand on a des Hirschsprung, on passe très régulièrement dans ce service-là Ouais. et c'est souvent la chose qu'on se dit tous, on se dit: «Ah oui, non, mais quand on était là-bas, c'est vrai que c'était, pépite». Mais finalement, on est content d'être dans nos vieux services finalement après. Ouais. Mais tout ça pour dire que oui, il y a un sacré décalage, Ouais. de services et c'est normal, hein, en soi, puisqu'il y a pas les mêmes besoins, mais c'est vrai qu'on le Alors voilà, là on y place les enfants pour qui on peut craindre une complication. Alors parce qu'on sait que d'abord ils réclament plus de soins, ne serait-ce que de soins courants, hein. mmh, Il faut que l'infirmière passe plus régulièrement pour surveiller, le saignement avec le redon ou les urines avec la sonde urinaire ou, mettre un peu d'oxygène si la saturation baisse. Donc il faut que les infirmières soient plus facilement disponibles et ce scope qu'on a en permanence, il est très important pour qu'on soit vite réactif, quoi. Mmh. ah ouais, ça, c'est la nouvelle télé préférée des parents, ce Scope. Quand on devient Alors parent ça, d'un Hirschsprung. ça c'est à double tranchant, ouais. Vous Ouais, avez vous avez parents les yeux mmh, rivés sur ce scope c'est un truc de fou. et dès que ça sonne, je vous sens, Ah ben, on est tendu, tous un peu crispé. Ouais. je sais pas si, enfin, si on s'imagine déjà, alors, pour certains, c'est leur premier enfant, pour d'autres, c'est leur second, enfin, peu importe, mais c'est, un peu, voilà, notre chair qui est là et on voit des choses sonner et on sait que, bah, si ça sonne, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui se passe. Donc forcément, des fois, ça a rien à voir, c'est juste un patch qui est mal mis ou Oui, enfin, voilà. Mais, c'est vrai que quand on arrive dans un milieu médical comme ça et qu'en fait, la seule chose qu'on a à faire, c'est s'intéresser à son enfant et à ce qu'il y a dans la chambre, bah, la première chose qu'on fait, je pense qu'on est comme les enfants, les bébés, c'est qu'on est attiré par les écrans, ouais, quoi. Et par les choses qui clignotent et qui sonnent, ouais. c'est ça. Alors après ce qu'il faut entendre, c'est que, chaque fois que ça sonne, il y a une réaction. Vous verrez pas forcément l'infirmière parce qu'elle vient pas nécessairement elle sait probablement ce qui se passe. Ouais. Quand elle sait pas, elle vient voir. Si elle sait pourquoi, et qu'elle éteint l'alarme, elle a quand même cette petite musique en tête qui dit que ça a sonné et je fais attention. Oui. Mais il y a une réaction à chaque fois. Il y a pas c'est jamais négligé les alarmes. Et oui, et vous faites bien de me le dire. D'ailleurs, on remarque très régulièrement lorsque les enfants sont dans ces conditions-là, en service continu, donc dans vos services, les infirmières, on l'a vu, peu importe où elles y sont. Ouais. C'est-à-dire que ça soit dans la chambre du voisin ou Il y a dans toujours le des écrans qui reportent, oui, ouais, oui, oui. il y a toujours des répétiteurs, dans le but justement qu'il y ait pas de catastrophe, si je peux dire, qui arrive, en tout cas qui soit limitée avec vous, proches quoi, hein, Mmh. si je comprends bien. C'est ça. C'était juste pour rappeler un petit peu le contexte. Ensuite, après le service continu, lorsque l'enfant est stabilisé, la douleur plutôt bien, qu'est-ce que vous faites? Après vous passez la main? Après oui, quand, l'enfant ne relève plus des soins continus, on fait un transfert. Il y a un intermédiaire avant la maison, hein. Il y a un nouveau transfert vers le service, classique, Mmh. conventionnel. Là, on se revoit quand même de temps en temps. On passe une fois le matin, une fois le soir. Ouais, C'est un petit peu plus, espacé. ponctuel, Mmh. c'est plus espacé, c'est un peu plus ponctuel. On répond à toutes les sollicitations des, chirurgiens parce que c'est plutôt eux qui vont gérer le service. Mmh. On reste, c'est au même niveau, c'est au même étage. On est facilement disponible. Les infirmières, quand elles ont des questions, elles savent nous trouver, elles Oui. sollicitent sans problème. OK et donc après, il passe en service, vous avez fait votre job et du coup après, Ben, et le suivant, au et suivant. le suivant, le suivant. On va revenir sur certaines techniques puisqu'on est quand même dans le vif du sujet. Ouais. On en parlait tout à l'heure, je vous en ai, dit quelques mots quand même avant. J'ai été gentille. Quand on a des enfants
ballonnés ou pas, vous m'avez dit d'ailleurs, hein, ça c'est pas forcément que quand ils sont ballonnés ou autre. On va, pour protéger les poumons, mettre en place un ballonnet pour éviter qu'il y ait, donc des reflux, j'imagine, digestifs qui montent dans les poumons, si je comprends bien? Alors, là, on parle toujours de l'anesthésie. Oui, toujours en Eh bien, anesthésie. c'est le fameux Ah, c'est ballonnet, les le voilà. techniques. Ah d'ailleurs, c'était, C'est celui-ci. celui-là. Oui, D'accord, voilà. OK. Voilà mon ballonnet, c'est Mais ça celui arrive qui pas, va. c'est pas tout le temps que vous le mettez celui-là? Moi, quand je fais de l'anesthésie générale en urgence, si, vous allez avoir ça. En urgence, OK. Quand, alors on pense Hirschsprung toujours. Hem, Pas Si forcément, on on peut voit arriver un généraliser. enfant avec pour une entérocolite, ce sera Oui. une sonde d'intubation, ce sera ça. Quand on voit arriver un enfant avec, un geste diagnostique, une procédure de Noblette ou de biopsie, rectale, Oui, on va mettre ça aussi très probablement. Parce qu'ils OK. sont pitchouns et que, j'ai pas d'autres alternatives. Quand on va faire la chirurgie palliative, le pull-through là, Oui, quand on va faire cette quand on chirurgie-là, retire, alors le Bluetooth, ouais, c'est quand on on retire la partie malade, ouais. voilà. Quand on fera la grande chirurgie du Hirschsprung, on va utiliser ce matériel-là. Quand on fera peut-être à distance d'autres endoscopies ou dilatations, on préfère encore ce matériel-là. Donc globalement, pour le Hirschsprung, on en C'est revient toujours ce globalement à toujours ce matériel-là. Par OK. contre, si vous vous posez la question pour d'autres chirurgies, j'ai un autre type de matériel qui ne passe pas à travers la corde vocale et qui ne descend pas dans la trachée. Oui, J'ai un dispositif, je vais vous le montrer aussi. Bon, il est là. c'est le masque laryngé? C'est le masque laryngé. Il est un petit peu moins traumatique. C'est un dispositif que je vais mettre dans la bouche. Il va aller se plaquer dans l'oropharynx, qui va aller se mettre devant la glotte. Mais c'est vrai qu'avec celui-ci, je ne protège pas les poumons du reflux de Des reflux l'estomac. digestifs, ouais. Ouais. OK. Donc je réserve ça aux patients, pas en urgence, plutôt les grands quand même. Les chirurgies courtes. Oui. Et, Courte, c'est-à-dire 1 heure? ouais, une demi-heure, 1 heure. OK. 1 heure et demie, ça passe encore, mais c'est déjà un peu moins. Ça se déplace un peu. C'est beaucoup moins étanche, fiable que celui-ci. D'accord. Mais c'est vrai que c'est un peu moins traumatisant. On ne passe pas la trachée. C'est plus facile à insérer. Mais je ne crois pas avoir d'indication pour le Hirschsprung. Quand les broviacs cassent. Ah oui, oui, très bien. Quand les broviacs cassent, oui, Voilà, effectivement. c'est un masque On peut laryngé discuter en pour ça. général. Souvent, quand même, on arrive à faire ces réparations de Broviac sans anesthésie. Oui, Mais j'ai envie de dire que la plupart du temps, on s'en sort juste avec le masque et le gaz, celui Oui. dont on parlait au tout début de l'intervention de l'induction. un peu comme le méopa finalement, ou c'est Alors, encore un ça autre peut truc? être le méopa. Ouais. Souvent, c'est pas suffisant chez les petits. Et OK. puis bon, on ne peut pas l'utiliser très longtemps. Ça peut être ce gaz d'anesthésie que l'on fait au Oui. début de l'intervention, mais sans avoir besoin nécessairement de mettre cet appareil-là. D'accord. Je peux, pour me libérer les mains, parce que je prévois que ça va durer un peu plus longtemps que le petit quart d'heure qui va bien, Mmh. je peux utiliser ça. Mais la plupart du temps, on arrive à s'en sortir sans ça. Sans ça. Ouais. OK, très bien. Ensuite, on va arriver, sur la partie cathéter justement. Cathéter, oui. Alors, on va avoir, plusieurs cathéters. Alors, je pense que vous allez me donner beaucoup d'informations puisque je n'ai pas tout en tête. Nous, celui qu'on connaît personnellement, le plus répandu, en tout cas chez les Hirsch, c'est celui qu'on parle du Broviac, qui est un cathéter, alors, selon mes dires, qui est un cathéter qui va essayer de limiter enfin, de distancer, en tout cas, la veine cave au fil, enfin, au point de ponction, justement, dans le but que les bactéries atteignent moins vite le sang. Est-ce que c'est... Oui, 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 c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous C'est pas dire que un peu ça. plus, Oui, c'est pas que ça, mais c'est ça. Ouais. Alors, on a tout à l'heure parlé du cathéter périphérique pour l'intervention, Oui, et on a parlé un peu du cathéter central. oui, Le percutané simple, sans tunnelisation, dont vous parliez à oui, l'instant. c'est ça. Le cathéter veineux central percutané simple, c'est celui que l'on peut poser au décours de la première intervention ou de Et la... qui est plutôt dans la jugulaire, du coup? Ou... Il est dans les troncs. Alors, il peut être dans la sous-clavière, il peut être dans la jugulaire, il peut être dans le confluent. OK. C'est la même zone. Ouais. Grossièrement, on la repère sous échographie. Quand on voit une belle veine Mmh. bien propre et qu'on arrive à l'attraper facilement, c'est celle qu'on prend. Globalement, toujours un peu confluent, jugulaire, sous-clavière. OK. Ce cathéter central, on le posera d'abord pour répondre à toutes nos exigences, toutes nos contraintes péropératoires. Oui.
et pour pouvoir avoir une bonne voie d'abord veineuse fiable en post-op immédiat. Celle qui nous servira aux soins pour pouvoir réagir vite, celle qui... On peut faire éventuellement un peu de nutrition parentérale sur ce cathé, mais courte, OK. parce qu'on sait effectivement que ce cathé, il est à risque infectieux, Oui. à risque de thrombose, et on ne peut pas le laisser en place, on dit grosso modo 1 mois, OK. 1 mois et demi. Ouais, alors on en a vu qui duraient beaucoup plus longtemps, hein, mais on a des infections au bout d'1 mois. OK, donc le but, c'est vraiment de C'est de pour limiter. réagir à du péri-opératoire aigu. Si on a besoin de faire de la nutrition parentérale au long cours, Oui. alors, il y a plusieurs options possibles. Celle qui est recommandée, c'est le Broviac. On attrape la même veine, Mmh. le même point de ponction, et on tunnelise ce cathéter à travers 5, 6, enfin le plus possible de peau. OK. Il faut qu'il ait une position centrale, ça c'est important. Et ce cathéter a un petit manchon, Ça ça ressemble à une ressemble un peu à de la compresse. mousse, c'est du dacron, Ouais. ça ressemble un peu à de la mousse. Ça permettra de faire d'abord une barrière contre les bactéries qui vont remonter le long du cathéter. Mmh. Et ça permet aussi de créer une petite fibrose qui va fixer dans le tissu le cathéter. Et donc il n'y a pas de point de fixation, au bout de quelques temps, le cathé tient tout seul. Et ce cathé tunnellisé, Ah oui, c'est pour ça qu'il n'y a plus les fils, c'est C'est pour vrai ça qu'il y que a vous plus les dites ça. oui, Oui, OK. Parce que oui, en général, c'est vrai que le cathé classique, on mettait une boucle avec toujours 2-3 fils pour que ça exactement. tienne bien et que OK. Là, il y a pas besoin de faire ça. Oui. Il tiendra tout seul après. Alors l'inconvénient, c'est qu'il faudra le retirer sous anesthésie également, puisqu'il faudra enlever ce Mais oui. petit manchon fibreux qui retiendra le cathé jusqu'à ce qu'on ait disséqué la zone. Mais l'avantage, c'est qu'il reste en place plusieurs mois, plusieurs années pour certains. Alors, il y a en théorie 3, 4, 5 fois moins de risque infectieux que le cathé percutané. Oui. Et il y a en théorie aussi beaucoup moins de thrombose avec ce cathé qu'avec le cathé percutané. C'est très facile à utiliser au quotidien, vous savez bien voir. Oui, 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 c'est très facile. C'est très facile, enfin c'est très facile, c'est La seule chose, c'est que ça demande facile. beaucoup de travail en amont, Beaucoup de travail. mais oui, c'est assez simple. L'autre alternative, ce serait un porte-à-4, une chambre implantable. Comme les PICC-Line, du coup? Non, alors le Ah PICC-Line, non. c'est encore autre chose, on peut en parler après. OK. Non, chambre implantable, c'est-à-dire que c'est un cathéter central que l'on va Ouais. piquer, mais au lieu d'avoir le cathé qui sort après la tunnelisation, Oui, il y a la peau de on va par-dessus. planquer une chambre sous la peau. OK. Alors ça paraît idéal parce que les enfants n'ont rien, si ce n'est une petite voussure sous la peau, mais il n'y a pas de cathéter apparent. Il y a encore moins de risque infectieux, moins de risque de thrombose. Mais Faut piquer tout le à temps. l'utilisation au quotidien, c'est moins confortable. Oui, il faut piquer tout le temps. Le bon compromis entre le cathé percutané qui s'infecte vite et la chambre implantable qui est moins confortable à utiliser tous les jours, ça reste le cathé Broviac. de Broviac. OK. Alors après, il y a aussi des cathés centraux à insertion périphérique, les OK. PICC-Line, Oui. les Donc PICC. ça, ouais. Donc ce sont des cathés que l'on pose sur une veine, alors du bras, du poignet, de l'avant-bras, qui remontent jusqu'en centrale. Donc ce OK. sont des cathés centraux sur lesquels on peut faire de la nutrition Parentérale. parentérale avec des calories, et avec Mmh. alors un bon débit, non, justement, ils sont très très fins et Ah oui, les d'accord. débits sont beaucoup moins bons. Mais ceux-là sont un peu plus à risque de thrombose. Ils sont moins recommandés, ils sont moins bien recommandés que les Par rapport aux Broviac. thromboses, du coup, et par rapport au débit, puisque forcément. Alors après, ils s'arrachent des fois un petit peu plus facilement. Ils sont Oui, parce que moins- ça ressemble à un périphérique, en fait. Ça ressemble un Oui, peu au c'est ça. cathé périphérique et OK. Et ils sont moins confortables à utiliser au quotidien. Ils sont beaucoup plus cassants. Cassant, ouais. Ils tiennent moins longtemps. La durée de vie d'un PICC-Line, grosso modo, c'est. C'est de l'ordre de plusieurs semaines. Ah oui. Peut-être plusieurs, En effet. plusieurs mois, mais c'est moindre qu'un Broviac. OK, et là, si on différencie les 4 cathés qu'on vient de découvrir, donc on a la périphérie qui est plutôt là. Le périphérique et le c'est- cathé central percutané, c'est pour de l'aigu. OK. À risque infectieux, à risque de thrombose, mais pour de l'aigu. OK. Quand Du on coup, veut faire quand on dit aigu, c'est passager. c'est les 2-3 premières semaines. OK. Quand on veut faire du long cours, l'alternative, elle se joue entre le cathé de Broviac et la chambre implantable, Mmh. mais on préférera
Et il est recommandé plutôt le Broviac parce qu'il est plus confortable à l'utilisation. Alors, il arrive des fois, pour des enfants qui ont 2, 3, 5 infections de caté de Broviac, qu'on finisse par dire, pour celui-ci, peut-être vaut mieux réfléchir à une chambre implantable, parce qu'elle sera fixée, elle sera moins exposée à l'infection. Ah oui, d'accord. Donc, quand vous voyez des infections répétées, là, dans tous les cas, vous vous On dites, bon, discutera. Alors, nous, on a toujours une discussion collégiale avec les médecins qui ouais, gèrent la nutrition. oui, Quand ils sont dans une espèce de difficulté, d'impasse, on discute ensemble de ce qu'on peut faire ou pas, et ça peut être une solution, une option. ok. Et Pourquoi les, pas. et les enfants qui font des rejets de Broviac alors qu'il y a une nutrition parentérale dessus? C'est les cas compliqués où on discute de Ouais, différentes. Alors, les rejets, vous voulez dire que le manchon sort et oui. que. Par exemple, ça a failli nous arriver. Bon, nous, au final, le deuxième s'est passé. Ouais. Alors, Mais quand il y a curieusement, du rejet comme ça. cette espèce de rejet, il est un peu limité dans le temps. D'accord, ok. Ça peut passer au bout de quelques semaines. Donc, il suffit de trouver une solution pour Pour qu'il reste en réessayer le place. Broviac. Ok. Alors, soit le laisser en place, mais souvent, quand c'est rejeté, c'est rejeté. Il y a une espèce de sécrétion un peu séro-hématique. Mais on peut trouver un truc intermédiaire qui permette de tenir 2, 3 semaines Mhm. et après retenter de poser un Broviac de l'autre côté. Oui, parce qu'en général, la chair quand même autour du Broviac, elle se fatigue un peu. Donc, vous n'allez pas, par exemple, lorsque vous retirez un Broviac de la sous-clavière droite, par exemple, suite à un Ouais. manchon qui dépasse, par exemple, vous n'allez pas vous dire, bah, je vais remettre quand même sur le sous-clavière droit pour se dire, je parle surtout des nutritions parentérales long cours. Je sais qu'en général, enfin, j'ai entendu des anestes dire oui, on aime bien quand même garder une bonne veine, donc je vais quand même retenter par exemple de repasser par cette veine-là, ce genre de choses. Est-ce que ça peut arriver? Enfin, Mm. ça va dépendre un peu de la technique, j'imagine? Alors, il y a plusieurs éléments qui vont rentrer en compte. Alors, d'abord, si un site pour lequel on enlève le Broviac est infecté, on n'y retournera pas. Ok. Si le site est thrombosé, on n'y retournera pas. Si après, j'ai le choix entre les deux côtés, eh bien, il y a. Alors, des fois, il y a même le côté de. Est-ce que l'enfant est droitier ou gaucher qui intervient? Ah Parce oui. que c'est toujours un peu plus pénible d'avoir le cathé du côté où on a la main dominante. Il y a cette façon dont on fait l'échographie juste avant et qui laisse penser qu'un côté est mieux que l'autre, parce que la veine est plus grosse, parce qu'il y a des fois la peau qui est un petit peu infectée en regard de l'endroit où on voulait mettre le cathé, donc on choisira plutôt l'autre côté. Alors là, il y a plein de petits paramètres qui font. Moi, j'ai une préférence pour les poser plutôt à gauche, parce que je suis plus à l'aise avec ma main droite sur le côté gauche. Eh oui, ok. Et voilà, il y C'est a la des petits technique. paramètres comme ça qui entrent en jeu. Il n'y a pas de recommandation particulière sur l'endroit où il faut poser le cathé. Ok. Il n'y a pas un côté meilleur que l'autre. Et sur la base de plusieurs petits critères comme ça, on choisit le côté. La durée de vie aujourd'hui du Broviac, vous avez une idée? Oh, ça peut être plusieurs années. Ouais, sans Ouais. problème. Ok. Après, sans problème. Plusieurs mois très fréquemment, jusqu'à plusieurs années. Oui. Oui. Et d'ailleurs, on peut le réparer. Oui. Alors, c'est un des gros avantages du Broviac, c'est qu'on peut le réparer. Donc, pour imaginer la chose, puisque je suis qu'une maman pour le moment, je pense pas que je le fasse très bien. Mais finalement, c'est un peu comme de la plomberie, hein, on va pas se mentir. C'est exactement ça. Il y a le petit tuyau. En fait, vous revenez remettre un tuyau avec un plastique transparent dessus. Ouais. Et c'est de la colle que vous devez laisser sécher 6 heures minimum avant de refaire passer Ouais. une alimentation. C'est bien ça? C'est ça. Et donc, ce qui est bien, c'est que ce cathé qui casse, alors ça dépend de où il est cassé, mais en général, il est un peu réparable comme vous le souhaitez, finalement. Oui, on peut réparer plusieurs fois un cathé de Broviac dès lors qu'on n'atteint pas l'endroit où il commence à disparaître sous la peau. C'est-à-dire que moi, je peux le réparer. Il me faut un petit bout quand même de cathé natif Et oui. pour pouvoir avoir l'accroche sur ce manchon qu'on insère. Mais dès lors que j'ai cette accroche, quelques centimètres qui dépassent, et pour moi, je peux réparer les cathés. Il ne faut pas qu'il soit rompu sous la peau, il ne faut pas qu'il soit rompu ailleurs. Et les cathés centraux, parce que, enfin, moi je sais que ça m'avait un peu interpellée parce que finalement, le cathé central classique et le Broviac, ils ont quand même à peu près la même tête. La seule chose qui va se différencier, je trouve, à l'œil comme ça, quand il est posé, le cathé, c'est qu'il y a une partie épaisse sur le Broviac pour pouvoir clamper par rapport au cathé simple dans mes souvenirs. Du coup, est-ce qu'un cathé central classique, 3 jours après, ça pète, par exemple, est-ce que ce genre de choses, vous pouvez le réparer ou pas? Non, un cathé central, je ne le répare pas. Parce que trop de Je risques peux, d'infection ou...
Non, alors les kits de réparation n'existent pas. Après, D'accord. oui, trop de risques d'infection probablement. Alors après, ce qui peut se passer, c'est que souvent ces cathéters percutanés ont une voie, 2 voies, 3 voies et si une voie ne marche pas, je peux la condamner et n'utiliser que les 2 autres. La plupart du temps, on bricolera pas un cathé, central percutané parce que, ça a trop gros risque infectieux. OK, très bien. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que vous voyez des choses qui sont importantes aujourd'hui pour les parents sur les techniques anesthésistes et cetera? Oui, alors on peut parler, douleur si vous voulez. Ah oui. Pour, anticiper sur les douleurs qui sont attendues en post-opératoire, on propose des fois des techniques d'anesthésie loco-régionale. Ah oui, alors ça, effectivement, on n'a pas Alors c'est en mal plus de l'anesthésie générale, hein, c'est quelque Mmh. chose que l'on fait, pour gérer les douleurs. Ça peut être une anesthésie caudale, je ne sais pas si vous avez déjà Alors, je entendu parler de connais ça. alors j'en ai entendu parler, mais Le principe est un m'expliquer? peu celui de la péridurale. Péridurale comme pour l'accouchement, je vais Ponction lombaire aussi. faire une ponction entre 2 os à la fin de la colonne vertébrale Ouais, c'est entre 2 vertèbres, et je tout vais en bas. approcher une aiguille qui, va approcher le sac qui contient la moelle épinière. Autour de ce sac, sans le franchir, hein, autour de ce sac, j'injecte un produit qui va aller diffuser et baigner les racines nerveuses qui, normalement, innervent tout ce petit bassin qui va être, opéré. Oui. Donc anesthésie caudale, ça marche très bien. Alors je ne peux faire qu'une simple injection, je laisse pas de cathéter comme on le fait pour, la femme enceinte ou pour la péridurale classique, hein, je ne peux pas injecter, en continu. Mais, disons que pour, au moins 12 heures, j'ai un contrôle de la douleur qui est bon. Et je peux aussi, discuter la rachianesthésie. Oui. Là, l'aiguille est beaucoup plus fine et là, je vais aller volontairement, je pique au même endroit, enfin, je pique entre 2 vertèbres, je vais là volontairement percer le sac et là, je vais injecter un produit qui va aller directement dans le liquide Dans le céphalorachidien. rachis. Et ben, Ça permet, on va dire, d'endormir tous les récepteurs à la douleur que l'on trouve le long de la colonne et ça, c'est pareil, c'est une antalgie post-opératoire qui est très bonne. et ça, Donc c'est je propose incroyable. ça volontiers. Ouais, ouais, parce que là, du coup, quand même, vous avez, la douleur, généralement, c'est le cerveau qui la connaît, enfin qui la ressent. Qui la régule, qui la contrôle, Ouais, oui. qui la contrôle. Donc en fait, avec ces techniques, ces injections, etc., finalement, enfin, là, je parle surtout de l'anesthésie rachidienne. Le but, ça va être justement de contrôler ces capteurs-là. Ça va être de contrôler, oui, c'est ça, de les Les saturer, capteurs de les, Ok, c'est incroyable. C'est assez fou de se rendre compte de ce genre de choses. Et après, alors le réveil en général alors on parlait de péridurale ou d'anesthésie rachidienne. Le réveil en général, elle se fait exactement de la même manière. Ça se réveille tout seul, juste à partir du moment où vous ne mettez plus finalement de produit dedans. Bah, pour l'un et pour l'autre, je fais une injection juste après l'anesthésie, Oui, mais avant que le chirurgien opère. Donc, oui, j'ai une action qui commence à s'installer au début de l'intervention, qui va durer tout le long de l'intervention et qui va durer jusqu'à une douzaine d'heures post-opératoire. Mais une fois que j'ai injecté, après, au bout de 12 heures, j'aurai plus rien. Je ne peux pas réinjecter plusieurs fois. Et pour quelle raison? Alors là, on parle des plus petits pour lesquels je ne peux pas poser une vraie péridurale avec un vrai cathéter. En théorie, il faut quand même les faire sous anesthésie quand l'enfant ne bouge pas et que donc on le fait qu'une seule fois au début de l'intervention. Après, pour les grands enfants, quand ils ont 5-6 ans, grosso modo, il faut quand même qu'ils fassent plus de 5-6 kilos, les enfants, pour qu'on soit à l'aise sur la technique de péridurale, la vraie péridurale. Ouais. Celle qui permet de laisser un cathéter en place sur lequel je peux faire pendant 3 jours, 4 jours, une injection continue de produit. Et ça, pour le coup, je suis bon pendant 3 jours. Mais du coup, cette technique-là, elle doit être bien mieux que parce que les nourrissons, en général, quand on sait qu'il y a de la douleur, on préfère les sédater finalement. Quand il y a vraiment des énormes Non, douleurs. alors, il y a eu beaucoup de progrès sur la prise en charge des douleurs pour les nouveau-nés, les nourrissons. On utilise maintenant pour les nouveau-nés, les nourrissons des morphiniques comme chez l'adulte. Le Nubin? Le Nubin aussi, mais Ok. même de la morphine. Ah oui, d'accord. Ok. Morphine. Après, on a d'autres médicaments qui sont antalgiques aussi, que ce soit la kétamine, que ce soit le Dextor, que ce soit. Donc, ce sont des médicaments antalgiques, antidouleurs, Ok. puissants, très puissants. Donc oui, donc c'est pas forcément Si on estime Ouais. que c'est de l'agitation et pas trop de la douleur, il y a des critères pour pouvoir le dire, il y a des échelles, il y a des Ouais. scores. Oui, peut-être qu'on appuiera un petit peu plus sur le côté sédatif. Ok. Mais si on estime que l'enfant n'est pas soulagé et qu'il est douloureux, non, on fera de l'antidouleur. Oui. À ces niveaux-là, quand on fait de la morphine, je ne peux pas avoir de l'antidouleur sans avoir un peu de sédation. Ça n'empêche que je titre sur la douleur et pas sur. Oui, enfin l'objectif premier, effectivement, L'objectif, c'est l'antidouleur c'est de et le pas non soulager, plus. ouais. Ok, ça marche. Et après, donc concrètement, là, sur tout ce qu'on vient de voir, la question va se porter plus effectivement sur le Hirschsprung en lui-même. Ouais. Vous, aujourd'hui, en tant qu'anesthésiste, qu'est-ce que vous connaissez de la maladie?
Est-ce que vous en savez? Allez-y, dites-nous. Qu'est-ce que je connais du Hirschsprung? Qu'est-ce qu'on dit? On dit 1 sur 5 000, 1 sur 10 000? Ouais, c'est ça, 1 sur 5 000, ouais. Plutôt de garçons? Plutôt les garçons. Ah Les oui, c'est formes? une aganglionose Oui, intestinale, c'est-à-dire c'est ça. que le tube digestif distal n'a pas de ganglion. C'est ça. Donc la dénervation de l'intestin fait qu'il spasme et qu'il empêche le péristaltisme et qu'en amont, Du coup, oui, effectivement, les selles remontent. Ouais. ça dilate l'intestin et ça peut provoquer dans les formes majeures de l'entérocolite. Mm. Et pour les formes plutôt très basses, distales, quelque chose d'un petit peu larvé qui se joue entre la constipation. Ben, vous avez tout dit. Oui, enfin après, Mais c'est de la constipation, c'est ça. Et en général, bon, effectivement, encore une fois, on a souvent des tableaux, comme diraient les chiens, d'occlusion ou de subocclusion, c'est-à-dire que c'est prêt à péter. ouais. Mais effectivement, en général, ils font une intervention pour que ça se résout. Enfin, ma question, ça se portait surtout sur votre point de vue par rapport à ces maladies. Vous avez l'impression justement d'en rencontrer beaucoup ou pas forcément? On est un CHU, nous on centralise Mm. beaucoup d'enfants qui ont ces pathologies parce que dans les centres périphériques, alors soit ils font pas de néonatologie au bloc opératoire et donc ils viennent directement ici, soit ils ont besoin d'un avis de chirurgien pédiatrique, Mhm. aspect qu'on a un petit peu moins dans les périphériques. Et donc, une fois que les parents sont venus voir le praticien qui fait ça dans le CHU, il le suit, il l'emmènera au bloc opératoire, il fera tout le suivi de la maladie avec lui, quoi. Eh Donc, oui. on centralise. Donc, nous, on envoie, oui, on envoie. Alors, 1 sur 5 000, on n'envoie pas tous les jours, hein, Oui, mais on envoie régulièrement. Hein. c'est Alors ça après, qu'on est dans un de grand. tous les âges, hein, ceux qui ont l'entérocolite à la maternité, en néonate et qui arrivent un peu en catastrophe, et puis ceux qui ont un diagnostic posé plus tardivement parce que voilà, ils C'était une forme grossissaient plutôt pas, courte. parce qu'on voit et on les voit pour le diagnostic, on les voit pour la grosse chirurgie, on les voit même des fois avec les gastro pour redilater un peu. Oui, et les endoscopies, les fibros aussi, vous êtes là. Ok, On est là aussi. c'est Ouais, ça qui est on merveilleux. les endort aussi pour ça. Et oui, et là, du coup, bah, pareil. Alors là, vous utilisez plutôt le masque ou Non, toujours pas. non? Toujours pas. Parce que des Non, fois, ça dure pas si longtemps, c'est vrai, l'endo. mais mon souci est que le masque laryngé ne permet pas de garantir qu'il n'y aura pas de reflux gastrique. Ah, Si on fait venir des enfants ok. à jeun, il y a toujours une sécrétion, le stress, quelque chose qui fait que on craint cette remontée du contenu gastrique dans les poumons. Du coup, Donc vous on préférez verrouille protéger. et on met un bouchon. Et d'ailleurs, une question, alors ça, je pense que ça va être général, pas forcément sur Hirschsprung, mais pourquoi on attend, je sais pas, des fois on attend 1 heure avant que le patient remange, d'autres fois 3 heures ou Alors, il n'y a pas de règle non plus. La tendance est à raccourcir ce délai parce qu'on veut faire de la récupération rapide. Ceci dit, on est un peu calmé par les infirmières qui, lorsqu'elles proposent le premier verre d'eau, la première compote, ça remonte? voient que ça passe pas, quoi. Faut qu'on trouve le bon compromis entre les deux. Alors après, oui, ça tient à ce que on a fait une intubation ou pas. Est-ce qu'il y a eu des complications pendant l'extubation? Est-ce que ça a gonflé au niveau de la glotte? Est-ce que il y a eu des morphiniques ou pas? Ça va ralentir un peu le réveil, ça. Pour faire très simple, moi, je mets une petite formule, c'est proposer à boire dès le réveil complet. Et puis, si les boissons sont bien tolérées, on propose un truc à manger dans la foulée. Parce que là, le risque plus gros lorsqu'on donne à manger à un enfant après une anesthésie générale, C'est qu'ils vomissent. ah, c'est même pas l'étouffement. Non, non, c'est plutôt. Alors, très curieusement, enfin, pas curieusement, mais la plainte principale des enfants en salle de réveil, c'est les vomissements. C'est pas trop les douleurs, c'est D'accord. pas trop l'agitation, c'est pas trop le bruit, c'est les vomissements. Mais d'ailleurs, vous mettez pas un antivomitif? Toujours systématique. Systématique, non, mais dans ces chirurgies-là, oui. Ouais. Oui, oui. Et du coup, ça agit pas forcément sur une longueur trop. Même avec Il y a toujours un risque. cet anti-émétique, alors on peut en mettre 1, on peut en mettre 2, on peut en mettre 3 même, parce qu'on a des scores qui permettent de prédire Le reflux. la survenue des vomissements. Et même malgré cela, il arrive encore 10-20% des cas où les enfants vomissent. Alors, on a des médicaments de reco qu'on peut injecter en salle de réveil. Ouais. Et puis, on a un algorithme encore pour faire un plan B ou un plan C ou un plan quand la première ligne ou la deuxième ligne ne suffisent pas. Mais c'est un des points sur lesquels on est très actif en salle de réveil aussi. La douleur, les vomissements, le froid. Eh oui, parce qu'en plus, il caille, hein, on va pas se mentir. Et d'ailleurs, pourquoi il fait froid dans les blocs? C'est pour les machines? Est-ce que c'est la bonne idée? Alors, les blocs de pédiatrie sont réchauffés. Alors, pour la néonate, on arrive à monter à une vingtaine de degrés. Pour l'adulte, on est à
18. Eh oui. Il fait froid, oui, il fait froid. Alors, ça limite la pullulation microbienne, c'est surtout ça, hein. Après, pendant l'anesthésie, on n'a pas les réactions qui permettent au corps de se réchauffer. On tremble plus, on frissonne plus, on n'a plus tout ça. Mais on a des machines, là, elle est à côté de vous, on a des machines qui permettent de réchauffer Ouais, le pendant chauffage. tout le temps de l'anesthésie. Tous les enfants ont une sonde thermique pendant l'anesthésie et on tient la température À flot. à 37, OK. qui va bien. Dans le but, qu'il retombe pas malade juste après une sortie de bloc. Non, mais en plus de ça, l'hypothermie contrarie beaucoup notre anesthésie, donc il faut qu'on Ah oui? contrôle de toute façon. Oui. Eh ben oui, parce que forcément, ça réveille certains nerfs que vous avez pas forcément sous contrôle lors de l'anesthésie? Ou, Alors, c'est pas une non? question de nerfs, c'est que l'hypothermie favorise le saignement, allonge les délais de décuralisation, ont un petit rôle dans la pharmacocinétique de nos médicaments, ralentissent un peu le réveil. Alors, pharmacocinétique. Euh, C'est-à-dire? Quand on injecte un médicament, il a un effet sur le corps, c'est la pharmacocinétique. D'accord, OK. Vous l'injectez, mais finalement, avec le froid, ça va Ça- geler ses capacités. Oui, on peut le résumer comme ça. Disons que dans un premier temps, le médicament est résorbé, il est absorbé, il est résorbé, il va agir sur un site effecteur, sur un organe, puis après il va être métabolisé, il va être éliminé. Et donc tout ça, c'est de l'ordre de la pharmacocinétique. Et à ces différentes étapes, le froid peut intervenir pour accélérer, ralentir, là plutôt ralentir. Et c'est ça qu'on considère, qu'on veut pas. Bon, et ben très bien. Est-ce que vous aviez autre chose à mentionner à ces futures familles? Transfusion, je ne sais pas si ça vous intéresse. oui. Ce sont des chirurgies qui peuvent amener à des transfusions sanguines Oui. de sang hétérologue, là pour le coup, parce qu'on ne fait pas d'autotransfusion pour les tout petits. OK. De Faut sang pas de hétérologue, transfusion pour les tout petits? de sang autologue. Ça, des fois, pour préparer des chirurgies qui sont à risque de saigner quand on a un petit peu de temps, Oui. on a des programmes, soit pour faire monter l'hémoglobine en injectant du fer ou en injectant de l'EPO, soit là on peut carrément prélever du sang, le mettre de côté, c'est le vôtre, et vous le réinjecter Ah le oui, moment OK. où ce sera nécessaire. Ouais. On ne le fait pas pour les tout petits. D'accord. Donc on fait des transfusions de sang de quelqu'un d'autre, sang de la banque du sang. Et pourquoi vous le faites pas pour les tout petits? C'est des critères qui sont donnés par l'EFS, et alors, je ne sais plus exactement en tête, mais tous ces protocoles-là sont réservés vraiment pour des... Pour les costauds. Et donc ce sang de quelqu'un d'autre est contrôlé, très minutieusement contrôlé, il est sans virus, sans bactéries. On a souvent pendant l'intervention des cibles d'hémoglobine qui sont autour de 10 grammes. Donc si pendant l'intervention, quand on fait un petit test, on s'aperçoit que ça saigne sur le champ opératoire et qu'on n'a que 9 grammes d'hémoglobine, on fait une transfusion. OK. Et donc c'est en direct? Quasi, oui. Pourquoi quasi? Parce qu'il faut que le temps de commander le sang. J'ai pas un tiroir au bloc Ouais. opératoire où j'ai du sang. Ça, c'est Oui. géré par l'établissement français du sang, là, qui est juste à côté, qui répond, on en a vraiment besoin en 10 minutes, un quart d'heure. Ah oui, il est vraiment pas loin, en effet. Il est presque collé à l'établissement à Pellegrin. D'ailleurs, on peut vous inviter à aller en donner, puisqu'en ce moment, les réserves sont basses. Et donc, vous faites que ces transfusions-là, parce que justement, quand on y revient, il y a aussi les plaquettes et il y a aussi du plasma que parfois on peut se faire prélever. Est-ce que ça, c'est des choses que vous pouvez effectivement, en termes de Retransfuser. transfusion, Oui. retransfuser aussi dans ces conditions-là? Oui. En général, c'est suite à quoi qu'on fait ces transfusions? C'est un saignement. C'est un saignement Le plasma, important. ouais, mais pourquoi on va plutôt Attends. choisir du sang ou Euh, plutôt du plasma ou plutôt des Parce que le plaquettes? sang qu'on perd, il est total. Ouais, C'est à la fois des globules rouges, plus du plasma, plus des facteurs, plus des plaquettes. OK. Et donc, quand on veut répondre à un saignement, on utilise d'abord des globules rouges. Mmh. Mais si le saignement est important, il va falloir quand même que j'apporte les autres facteurs qui ont été perdus. OK. Enfin, les autres éléments qui ont été perdus. Donc, je réagis d'abord en mettant un peu de rouge, et puis si ça continue, je rajoute du rouge, et je rajoute des plaquettes, et je rajoute du plasma. Donc c'est vraiment en fait le plasma et les plaquettes, c'est C'est dès quand qu'on on est... s'en sort pas juste avec une toute petite transfusion de rouge. Quand il faut faire une grande transfusion de rouge, il va falloir que je rajoute un petit peu de plaquettes. C'est et un peu le petit de plasma. remplissage, quoi. C'est pour compléter en fait tout ce qui est perdu sur le champ opératoire. OK. C'est-à-dire qu'on peut reconstituer une petite perte, mais si l'hémorragie est massive, il faut que j'apporte de tout. En fait, De vous avez un remplacer seuil tout ce qui est- maximal à mettre en sang classique? Si j'ai un seuil maximal, Ouais. Par exemple, sur une personne... j'en Non? rajoute autant que nécessaire. D'accord. Alors, c'est rare qu'on soit obligé de faire des transfusions massives au bloc opératoire. Mais il arrive... Alors, on sort du Hirschsprung, hein, on est par exemple en SAMU sur du traumatisme avec un saignement majeur. Et il arrive qu'on remplace une masse sanguine, 2 masses sanguines. Et quand vous parlez de masse, c'est 1 litre? Un masse, on dit pour les enfants 80-90 cc kilos. Si on fait 10, ça fait 900 millilitres.
OK, Et presque très bien. Eh ouais, non, c'est vrai qu'on se rend pas compte, en fait. On oublie parfois, en fait, de les poser ces questions. Le jour J, nous, ça nous est arrivé combien de fois? On arrive au bloc en se disant: «Ah, faut vraiment qu'on le dise à la nest». Ah ben, on a en fait pas du tout demandé parce que, dans le stress ou autre, donc non, je pense qu'il est très complet notre épisode autour de Hirschsprung, en tout Ouais. cas. Bon, bah, si j'ai répondu à vos questions, on est bon. Mais après, si vous avez, d'autres choses à me dire, Pour l'anesthésie, on peut en se parler toute la nuit. En tout cas, merci à vous, docteur Berenguer, de nous avoir, offert ce temps, parce que ce n'est pas rien et on le sait en tant que médecin que c'est assez compliqué. Donc, merci beaucoup pour votre participation et puis, je vous dis à très bientôt, peut-être pas au bloc. J'espère. Très bien. Au revoir, merci à vous. Voilà, maintenant vous savez tout ou presque sur l'anesthésie et surtout sur ce que vivent les parents dans ces moments si particuliers. Ces instants où l'on confie son enfant au bloc opératoire avec le cœur serré, 1000 questions en tête et ce besoin immense d'être rassuré. On espère que cet épisode vous aura aidé à mieux comprendre, à vous sentir moins seul et un peu plus confiant. Et dans le prochain épisode, on vous propose de faire la connaissance de Marie, vice-présidente de l'association Rire et Tapage chez les Hirschsprung, et maman de Louis, un autre petit garçon extraordinaire, atteint de la forme courte de la maladie. Une histoire forte, sincère, pleine de courage, d'amour et toujours d'espoir. À très vite dans Petit Hirschsprung deviendra grand. Petit Hirschsprung deviendra grand.